Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal du 24 août 2025. Aujourd'hui, on va essayer de trouver un sens à ce qui se passe à Washington, D.C., avec l'armée dans les rues et aussi toutes ces révélations qui sortent une après l'autre de la part de Tulsi Gabbard au sujet du vol de l'élection 2020. On en a parlé à quelques reprises. C'est-à-dire qu'elle a fait un certain nombre d'annonces depuis le mois d'avril. Elle est entrée en fonction, je pense, au mois de mars 2025. Et au mois d'avril, mars-avril, un mois après être entrée en fonction, elle a commencé à dire que le système de vote par la poste était compromis, que les machines étaient compromis, etc., etc. Et donc, et on a parlé aussi de ces révélations du Obamagate et tout. Et ça a l'air, quand on écoute les web journaux, un à la pièce, ça a l'air d'être toutes des pièces d'information qui n'ont pas nécessairement de sens les unes avec les autres. Et ce qu'on va faire dans ce web journal-ci, c'est qu'on va adopter une vision synoptique et on va donner un sens à tout ça. En fait, c'est une seule et même opération, le Obamagate, le vol de l'élection de 2020, les émeutes de George Floyd à l'été 2020, là, cette espèce de vendeur de drogue qui s'était fait, qui était mort d'une overdose, mais on avait accusé le policier. L'autopsie montre que c'est une overdose. Il y a une dose mortelle de fentanyl, ce genre de trucs comme ça, des opioïdes, là, et des opiacés. Et donc, ces émeutes-là étaient organisées et le vol de l'élection de 2020 a été organisé. C'est ce qu'elle est en train de montrer. Et il y a Mike Flynn qui a révélé des trucs supplémentaires récemment en disant qu'il y avait un grand jury qui avait été mis sur pied pour regarder les allégations de fraude électorale en 2020. Donc, c'est pas terminé. Et donc c'est ça, il y a 2016 avec le Obamagate dont on a parlé, dont elle révèle les documents. Après ça, le vol de l'élection de 2020, encore une fois. Encore une fois, vol de l'élection. Après ça, le 6 janvier, ouais, quand ils ont attaqué le Capitole, ils ont essayé de faire en sorte, ils ont essayé de nous faire croire que c'était Trump qui l'avait ordonné, etc., que MAGA était un mouvement, une menace à la démocratie et tout. Vous avez exactement le plan de match de l'État profond. Donc, c'est une seule, tout ça, c'est une seule et même opération, 2016, 2020 et tout ce qu'il y a. Et donc, on va voir aujourd'hui, on va voir comment ils ont déployé ça. C'est le manuel d'opération de l'État profond. Heureusement, Trump et les militaires connaissaient déjà le manuel. C'est le manuel de la Révolution colorée. Et là, la raison pour laquelle il y a des soldats dans les rues de Washington, mais pas que Washington. On annonce maintenant que jusqu'à 19 villes américaines vont avoir des troupes fédérales de la Garde nationale dans les rues. Et donc, évidemment, on utilise le prétexte du crime, mais j'ai l'impression, avec tout ce qui sort, là, vous voyez, si on était genre en... si on était comme genre, je sais pas, à une autre période, je me serais dit, ouais, il fait peut-être ça, genre, pour provoquer ou pour, faire du Sun Tzu, genre, alors, faire semblant qu'il va attaquer alors qu'il ne va pas attaquer. Mais il y a tellement de révélations qui sortent on sait qu'on est sur le bord des arrestations et tout. Et avec tout ce qu'elle a sorti, Tulsi Gabbard, ils sont criminellement responsables. Et donc, le manuel d'opération de l'État profond, quand il y a des choses comme ça qui se passent, est très, très clair. Et ils connaissent le manuel d'opération, on va le voir. C'est de traiter Trump de dictateur. À part le fait de voler les élections, il y a le fait de traiter un leader de dictateur et après ça, opérer des insurrections, des émeutes, comme des Maïdan, etc. Et donc, ce qu'on voit dans les rues présentement, c'est un déploiement préventif sous le couvert d'une opération de répression du crime, mais j'ai l'impression que c'est... à tout le moins pour envoyer un message à l'État profond qu'on est prêt au cas où vous aventuriez, vous vouliez vous aventurer dans un plan de match de révolution colorée avec des émeutes dans les villes américaines comme on a vu en 2020. Rappelez-vous, en 2020, j'aurais dû avoir le clip. Je suis un peu en retard aujourd'hui. J'aurais dû avoir le clip de 2020. Il y avait une vingtaine de villes américaines qui étaient à feu et à sang, littéralement avec des feux, des voitures retournées, des quartiers au complet en flammes, hein, à Minneapolis, je pense.
tout ça pour rien, finalement, parce qu'un vendeur de drogue était mort d'une overdose et puis avait été arrêté par un policier. Mais encore une fois, tout ça ne provient pas, ces émeutes-là ne viennent pas de la base. On sait comment fonctionnent les démocrates. Ils payent des manifestants, ils encouragent le crime. Les gouverneurs des différents États, parce que c'est surtout dans les États démocrates qu'il y a eu ces débordements-là, les gouverneurs des différents États démocrates ne punissent pas. En 2020, quand les émeutes ont commencé, il commençait à y avoir des postes de police ont été attaqués, des maisons de, je veux dire, des palais de justice ont été attaqués et les gouverneurs ne faisaient rien. Les gouverneurs ne faisaient rien. Et là, Trump a dit, si vous ne faites rien, on va envoyer les fédéraux. Si vous ne faites rien, on va rétablir l'ordre nous-mêmes, on va envoyer les fédéraux. Puis là, ils ont commencé tranquillement à se bouger. Mais c'est ça, c'est toujours ça, hein, le truc des démocrates, c'est-à-dire qu'il y a des débordements, puis on laisse faire jusqu'à temps que ce soit plus possible. Et puis, mais c'est ça. Et le truc, c'est que plus on laisse les choses déraper, plus on a besoin d'une action forte. C'est ça pour redresser la situation. Et puis ça paraît toujours mal, vous comprenez? C'est-à-dire, on laisse déraper les choses. Et c'est pas juste comme ça au niveau tactique, là, c'est-à-dire dans les villes, tu laisses des émeutes déraper, puis après ça, tu as besoin de réellement une action musclée pour redresser la situation. C'est comme ça aussi dans la société en général. Tu laisses les choses déraper, tu laisses les femmes rentrer dans les hommes rentrer dans les sports de femmes, tu laisses la société se décomposer complètement, puis c'est ce qu'on voit partout en Occident, là, c'est le plan. C'est de laisser la société n'avoir plus aucun sens, n'avoir plus aucune structure. C'est ce que des penseurs, c'est pas l'école de Francfort, mais c'est comme en psychologie, je me rappelle plus, Levin, etc., nommait la société liquide, de regarder la société liquide, c'est-à-dire la société sans aucune structure, plus d'identité forte, des millions de migrants rentrent, les travailleurs payent tout ça, genre, il n'y a plus aucun sens à la société, il n'y a plus aucune grammaire, on en a déjà parlé, donc tu laisses dégénérer les choses et éventuellement, c'est ça, c'est que plus tu laisses dégénérer, plus l'action pour corriger doit être forte. Et c'est dans c'est la trope genre, weak man create hard times create strong man create good times, etc., etc. Mais c'est ça, c'est que là, on est rendu dans un moment où l'Occident est sur le bord du précipice et ça prend, de toute apparence, ça prend comme quelqu'un de fort pour enrayer la corruption. Quand la corruption est endémique, comme ce qu'on voit partout, là, des juges qui donnent des peines de bonbons pour des crimes graves, qui laissent sortir les criminels, mais qui emprisonnent les citoyens honnêtes pour leurs opinions. Tu vois tout, quand tu comprends l'ensemble de la corruption de la société, la dégénérescence des mœurs, etc., tu dis, ça prend, on n'y arrivera pas avec des demi-mesures. Ça va prendre quelque chose de fort pour nous sortir de la merde. Là, on attend comme une action politique forte. Le peuple lui-même, quand tu te lèves la tête, tu te coupes la tête, tu t'en vas en prison tout de suite. Fait que tu as besoin de quelque chose d'institutionnel, tu as besoin d'un mouvement qui canalise tout ça. Puis quand ce mouvement-là est créé, ben, tu te dis, là, tu sors la trope, comme ils sont sortis avec Trump depuis 2016. Tu sors le truc du dictateur, ils ont sorti ça avec Poutine aussi, dictateur, etc. D'où l'objectif, comme je l'expliquais la semaine dernière, de rétablir l'image de Poutine et Trump avec des trucs souriants, etc. Le truc, évidemment, c'est tout, et là c'est le nœud du problème pour Donald Trump, c'est-à-dire tu as une société complètement dégénérée, complètement corrompue que tu dois redresser, mais tu dois prendre des actions fortes pour le faire sans avoir l'air du dictateur. Sans donner prise au camp adverse qui ne cesse de dire dans des centaines d'articles de journaux que Trump est un autocrate, un dictateur, une menace à la démocratie. Rappelez-vous tout ça, là. Et donc, tu dois faire ça de façon extrêmement habile. C'est comme l'espèce de jeu, là, l'espèce de jeu avec les pincettes, le docteur, là, tu dois comme aller chercher l'os. Quand tu touches le bord, tu dois être extrêmement, tu dois avoir recours à être doté d'extrêmement de dextérité, dextérité politique pour arriver à tes fonctions présentement. Et c'est ça qu'on voit. Et donc, c'est ce que Trump a mis de l'avant, une stratégie extrêmement subtile.
extrêmement subtil, avec tout ce qu'on a expliqué depuis le début, les espèces le code Trump, etc., pour y arriver. Mais c'est ça. Donc, ultimement, au niveau sociétal, on a besoin de transformations massives. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, qui change chez nous, au Canada, en Europe, etc., parce qu'il n'y a pas ce genre d'action comme on voit aux États-Unis. Mais c'est inspirant. Ils ont aussi essayé la démonisation de Trump sert aussi à ça, c'est-à-dire à ne pas, à montrer les conséquences de si on s'en va sur ce chemin-là, à ne pas inspirer d'autres politiciens qui pourraient avoir envie d'aller dans ce sens-là et donc de faire de Trump un exemple. Si tu t'en vas là-dedans, là, tu vas être traité de dictateur, ta réputation est finie, etc. Tu vas même peut-être te faire tirer comme Robert Fico. On va te bannir des élections comme Georgescu en Roumanie, etc., etc. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est donc, tout l'art politique, c'est de transformer massivement la société, de redresser la société sans en avoir l'air. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de te faire passer pour un dictateur, ils vont te voler les élections, puis ils vont créer des insurrections. Donc, on va voir ces 3 points-là du playbook, du manuel d'opération d'État profond. C'est ce qu'ils ont utilisé dans les républiques de l'ancienne URSS, la Serbie, l'Ukraine, la Géorgie, etc., etc. Et ça, c'est, encore une fois, c'est le manuel d'opération qu'ils ont utilisé. On l'a déjà vu un peu, ça, mais là, je l'ai systématisé aujourd'hui. Et ça, ce qu'on va voir, finalement, c'est que tout ce qui se passe, ce qu'ils ont utilisé depuis 20 ans dans la stratégie d'expansion de l'OTAN et de contournement de la Russie avec sans faire la guerre, les stratégies de révolution colorée, bien, ils l'ont utilisé aux États-Unis contre le président Trump pour empêcher son agenda nationaliste et son nettoyage du marais. Et donc, ils l'ont traité de dictateur, ils ont volé les élections et ils ont une stratégie contre-insurrectionnelle, je dirais une stratégie insurrectionnelle. Et Trump doit utiliser des stratégies contre-insurrectionnelles, militaires, appliquées à la politique. Et donc, c'est ça, l'armée dans les rues américaines. Ouais, vous voyez ça ici, donc c'est assez surprenant. Sauf que, encore une fois, les patriotes avaient prévu le coup, c'est-à-dire que si Trump avait fait ça pour la première fois, je vais essayer de synthétiser, je vais essayer de faire ça pas trop long aujourd'hui, encore une fois. Si on avait vu la garde nationale pour la première fois dans les rues, ça aurait eu, encore une fois, tout le monde aurait crié à dictateur, etc. Mais il avait créé le précédent en 2020, rappelez-vous, lors de la sermentation de Joe Biden, avec les barbelés partout, etc., l'armée dans les rues. Donc, visuellement, encore une fois, on a adouci le saut en utilisant la programmation prédictive, c'est-à-dire en plaçant du produit en 2020 lors de la sermentation de Joe Biden. Washington, D.C. était barré. C'était, il y avait dont certains parlaient du Insurrection Act, etc., etc. Et donc, ça a adouci. Quand Trump le refait maintenant, les gens ont déjà vu ça. Hollywood fait ça souvent, c'est-à-dire, si tu veux changer les mentalités, tu accoutumes les gens à certaines images. Ils le font, par exemple, avec le christianisme. Tu te rends compte que les chrétiens sont toujours... il n'y a jamais, en fait, de perspective positive sur le christianisme à Hollywood. C'est pratiquement... à chaque fois que tu vois quelqu'un qui a une croix en tatou ou qui a comme un chapelet ou il y a une croix dans une maison, toujours quelqu'un de ringard, de complètement... qui croit des choses ridicules et puis qui tient à ses vieilles affaires et puis qui n'est pas dans la science, etc. En tout cas. Et donc, mais ça, c'est du placement. Ils font ça comme sur plein. Et aussi le fait, vous regardez, c'est presque impossible de trouver un film à Hollywood où il n'y a pas quelqu'un qui sert un verre d'alcool. Il y a toujours quelqu'un, tout le temps. Je veux dire, moi, dans 95% des films, il y a toujours quelqu'un qui sert un verre d'alcool, un verre de scotch, puis il sert un verre de scotch, puis un verre de scotch, puis c'est comme... en tout cas. Donc, c'est ça. Et ce déploiement-là est à titre préventif et il a adouci l'image aussi. Donc, il a placé le produit en 2020, il a adouci l'image. On le voit ici lors de sa conférence de presse. Regardez le Trump 6 pieds 2. Puis là, qui a-t-il choisi pour mettre en avant deux petites Mexicaines, ou je veux dire une petite, en tout cas, il y en a une qui a l'air latino, c'est pas une Mexicaine, c'est une Américaine, là, il faudrait dire, là, mais je veux dire d'origine mexicano-américaine, on dirait, une latino, là, et puis une autre Américaine, mais elles ont l'air de faire 4 pieds 2 à côté de Donald Trump. Là, je me dis, ça se peut pas. Je veux dire, Trump, c'est un géant. J'ai été chercher un autre angle de vue.
Là, on les voit comme... elles sont vraiment petites. Là. Elles font pas la moitié de la taille de Trump, mais pas loin. Donc, ils doivent faire 4 pieds 5. Ils sont vraiment pas menaçants. C'est ça qu'on... C'est des femmes de 4 pieds 2. L'armée n'est pas dans les rues. Ne vous en faites pas trop. Et puis... mais, encore une fois, c'est à titre préventif, c'est un message à l'État profond. Votre stratégie d'insurrection ne peut pas fonctionner parce qu'on est déjà préparé, etc. C'est la même chose avec, par exemple, je donne un exemple ici, Steve Bannon, quand Steve Bannon avait refusé de se présenter parce que pour les auditions au Congrès, il y avait eu un subpoena, un subpoena, j'oublie toujours c'est quoi, c'est une attestation, une demande pour qu'il vienne témoigner de la part du Congrès. Il avait dit, j'ai le privilège exécutif, j'étais conseiller de Donald Trump, j'ai pas, et c'est vrai qu'il avait, mais il avait fait, je pense qu'il avait fait du temps en prison pour avoir refusé de témoigner. Et là, donc, c'est-à-dire que ça a rendu ça réel. C'est-à-dire, si tu refuses, étant donné qu'il l'a fait, le précédent est établi. C'est-à-dire, si tu ne vas pas au Congrès lorsqu'on t'appelle pour témoigner, ben, tu t'en vas en prison. Encore une fois, effet miroir. Et c'est la même chose avec le raid sur le domicile de John Bolton. John Bolton, qui a travaillé dans l'administration Trump, il a été son National Security Advisor. C'est un faucon, c'est un néoconservateur. Et là, quand Bolton est arrivé, là, tout le monde me dit encore une fois, Trump est un va-t-en-guerre. Tu vois, Alexis, etc. Et puis là, c'était au moment où, je l'ai expliqué à quelques reprises, Trump voulait attaquer l'Iran. Il y avait ces trucs-là, le bombardier américain était parti, et puis il y avait le drone qui avait été abattu. J'avais tout expliqué ça 1000 fois dans les web-journaux. Là. Trump s'était retenu finalement. Et là, tout le monde pensait qu'on était sur une ligne de changement de régime sur l'Iran. Je disais non, 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 non. Puis Bolton, c'est rien. Et puis il l'a viré, puis il a mis quelqu'un d'autre. Mais il a donné l'impression que... Et donc, là, présentement, c'est ça, le FBI qui a raidé, qui a perquisitionné le domicile de John Bolton pour des documents. Le truc, c'est, en toute honnêteté, je ne sais pas si John Bolton est un mauvais gars ou un bon gars, un white hat ou un black hat. J'en ai aucune idée, Est-ce qu'il joue le jeu de genre, je me fais perquisitionner ou est-ce qu'il se fait réellement perquisitionner? Je ne le sais pas. Tout ça pour dire que encore une fois, le précédent avait été établi avec Trump, le raid sur Mar-a-Lago, etc. Et quand ils établissent un précédent, c'est que ça permet sur les réseaux sociaux, ça donne des arguments aux soldats digitaux. Tu sais, ben oui, mais regarde, puis ils vont commenter sous les posts. Puis non, regarde, à Trump en 2022, 2023, il y a eu le raid sur son truc. C'est la même chose avec les accusations contre Donald Trump, le mugshot, c'est l'effet miroir. Hein, un président qui a été accusé, j'avais expliqué à l'époque que c'était pour avoir un effet miroir lorsque Barack Obama sera accusé, etc., etc. Donc, j'avais dit à ce moment-là, le raid, j'avais dit, c'est sans conséquence et c'est sans conséquence. Il y a plein de... En tout cas, je pourrais me perdre dans les détails, mais j'avais dit lors de ce web journal-là, c'est sans conséquence et ça va créer un précédent. Et là, maintenant, on ne peut plus accuser, s'il n'y avait pas eu ce raid-là sur Mar-a-Lago, s'il n'y avait pas eu cette espèce de cabale contre Trump et ses proches collaborateurs sous Biden contrôlé par Trump, et que c'était Trump qui effectuait ces trucs-là pour la première fois, il serait un dictateur. Vous comprenez la trope de dictateur que tu dois absolument défaire dans la perception du public parce que c'est le point 1 du manuel d'opération de l'État profond. C'est de le faire passer pour un dictateur. Donc, si tu mets l'armée dans les rues, tu es un dictateur. Donc, tu veux créer des précédents comme en 2020 avec Biden, puis après, tu veux genre montrer des petites latinos grosses, genre en conférence de presse, c'est pas menaçant. Tu veux... OK? Mais encore une fois, c'est en anticipation des actions de l'État profond. Et même chose avec les raids, si tu commences à effectuer des raids du FBI chez des personnes qui sont tes ennemis politiques, apparemment, tu es un dictateur, hein? Sauf si ça a déjà été fait par le camp d'en face avant, mais là, tu n'es pas un dictateur. On s'entend? OK? Donc, puis tu fais ça graduellement, tu habitues les gens, c'est le truc de la grenouille. Tu sais, la grenouille, tu fais monter la température, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de bouillir, que la température monte jusqu'à temps qu'il soit trop tard. Éventuellement, quand il va se passer quelque chose de gros, les gens ne seront pas choqués parce que l'augmentation de la pression politique aura été graduelle et proportionnelle. Et il y a eu des précédents auparavant. Donc,
Ça, c'était pour les nouvelles. Il y a Tulsi Gabbard aussi, etc. Là. On va y arriver, mais je dis vision, perception, perspective synoptique. On est présentement dans ce qu'on pourrait appeler le troisième grand moment historique des États-Unis, le troisième grand moment historique américain. Il y a eu la Révolution américaine 1.0, 1775-1783. Il y a eu la guerre civile après ça, Nord-Sud, là. 1861-1865. Et ce qu'on est en train de vivre présentement depuis 2016, hein, ce qu'on cartographie à Radio-Québec, c'est le troisième moment, la Révolution américaine 2.0, 2015-2025. Révolution américaine, qui est une révolution, une guerre de cinquième génération. Les autres guerres, c'est des guerres de deuxième génération, genre. Et là, on est rendu à une guerre de cinquième génération. Et ce troisième grand moment historique américain est un mélange des deux. C'est-à-dire que, la Révolution américaine, c'était quoi? C'était se défaire de l'Empire britannique, c'est-à-dire d'une puissance extérieure qui contrôlait les États-Unis. On pourrait dire, c'est presque comme genre le patriotisme patriote versus mondialiste. C'était un peu ça. L'Empire britannique était un empire mondial à l'époque, là. C'était les mondialistes, là. Et donc, acquérir leur indépendance. Et la guerre civile, après ça, ça a été ça a été à l'intérieur du pays. Bien, il y a les deux composantes présentement. C'est-à-dire que dans la deuxième révolution américaine, les Américains se débarrassent notamment de l'influence de la Chine aux États-Unis. On pourrait faire un web journal là-dessus, de toutes les mesures qui ont été prises par Trump dans les universités, dans les entreprises, pour se débarrasser de l'espionnage chinois, notamment des donations, des dons de différents... des dons en provenance de la Chine vers des politiciens américains, des gouverneurs, des juges, etc. On a vu ça lors de l'élection 2020, la Chine qui finançait les politiciens. Tu les invites en Chine et puis dans les soupers, etc. Et même chose aussi avec Israël. Donc, c'est ce qu'on a appelé dans The Israel Lobby. On a parlé à plusieurs reprises. C'est se débarrasser à travers la politique de America First. Tu coupes les réseaux du Mossad aux États-Unis et puis tu ramènes les troupes et puis finalement, arrangez-vous puis on fera la paix dans ce coin-là. Et donc, il y a le fait de se débarrasser de l'influence extérieure comme ça, comme lors de la Révolution américaine, et il y a aussi l'aspect guerre civile, c'est-à-dire que les démocrates sont enterrés, ont creusé des tranchées avec les médias, etc., puis il y a une guerre de culture aux États-Unis. Donc, la Révolution 2.0, le troisième grand moment, est un mélange des deux. OK? Donc, c'est ça. Si vous regardez correctement, tout ça a commencé, cette tentative, ce troisième grand moment-là, où est-ce que Trump et les patriotes sont arrivés pour libérer les États-Unis, a commencé avec, lorsque Trump a descendu, il a annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis, et quelques mois après, ils ont commencé à utiliser cette stratégie du Obamagate, hein, donc de présenter Trump comme un agent russe, etc. On en a parlé. Après ça, c'est la deuxième troupe. Quand ça n'a pas marché, il a été élu, puis etc. Ils sont passés rapidement à... ils avaient commencé en 2016 déjà, mais en disant que Trump était un Hitler. Là. On en a parlé à plusieurs reprises. Trump est un dictateur. Trump est un... et Trump a joué là-dessus. Hein, s'est moqué d'eux lors de la dernière campagne. Il a fait couler l'information qu'il aurait aimé avoir des généraux comme Hitler. Les démocrates n'ont parlé que de ça pendant un mois. Et ils ont perdu l'élection à cause de ça. Mais donc, la production ex nihilo, à partir de rien, d'un dictateur. Ça, c'est le premier point du manuel d'opération des révolutions colorées qui a été appliqué aux États-Unis depuis que Donald Trump est là. Quand la destitution pure et simple, la trahison et la destitution pure et simple ne fonctionne pas, on a besoin d'une stratégie. Le plan B, c'est une stratégie de révolution colorée. Et le point 1, c'est de produire un dictateur. Le point 2, c'est de voler les élections. Et le point 3, c'est créer de l'insurrection. Donc, on va voir ça ici, juste rapidement comme ça, je vais vous montrer
Vous me direz si ça... J'ai demandé des résumés à Perplexity parce qu'au lieu de me perdre en conjecture, j'ai souhaité vous faire ça un petit peu plus synthétique aujourd'hui. Donc, au sujet du dictateur, donc, il existe un schéma récurrent dans les analyses et les études sur les révolutions colorées qui souligne l'importance de présenter le dirigeant en place comme un autoritaire ou un dictateur lors des premières étapes des mouvements. Plusieurs sources expliquent les phases initiales des révolutions de couleur, impliquent souvent des mouvements de protestation dirigés contre un chef dépeint comme antidémocratique ou répressif, ce qui attise la colère populaire et délégitimise le régime. C'est ce qu'ils ont fait avec Trump. Ils sont en disant que c'était un dictateur, qu'il était autoritaire, etc. Ils font ça partout dans nos pays aussi. Hein. Ils attisent la colère populaire. Hein? Donc, il faut, en premier, si tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage. C'est exactement ça. Et après ça, il dit, et ça, c'est des sources scientifiques, hein, il y en a plusieurs, là. Ces sources montrent comment les organisateurs des révolutions de couleur et les médias étrangers, là, c'est les médias nationaux, les médias étrangers utilisent souvent la présentation du dirigeant comme dictateur dans leur arsenal stratégique, alors que le régime en place s'efforce de retourner cette image par la propagande et le contrôle du discours public. La présentation du leader comme dictateur constitue donc à la fois une tactique des acteurs du changement et un enjeu crucial pour le pouvoir en place. C'est une question de perception. Donc, on essaie de présenter le bonhomme comme un dictateur et c'est ce que vous avez vu hein, depuis 2016 avec Trump. Des centaines, des milliers d'articles. Et ce que Trump doit faire, c'est d'éviter de tomber dans le piège. Donc, il doit effectuer un changement radical pour son pays sans tomber dans le piège du dictateur. Vous avez toutes sortes de trucs ici. Hein. Trump, le dictator on the rise, la montée d'un dictateur. C'était la même chose avec Poutine. Je vous ai expliqué ça dans le dernier web journal. Même chose ici. Ça, c'est des articles qui parlent de ça, justement, de la délégitimation et la création de dictateurs, donc les révolutions colorées, Delegitimatio of Opposition, Spice with Anti-Western Propaganda, etc. Il y a plusieurs articles, c'est cité par... des exemples de ça, c'est par exemple Yanukovych en Ukraine, qui a gagné les élections en 2014 et qui a été dépeint comme un dictateur. Et les États-Unis, à travers les réseaux Victoria Nuland du département d'État, ont créé Maïdan, la révolution colorée en Ukraine en 2013-2014. Afin de faire tomber ce pays qui est une partie intégrante du grand échiquier selon Zbigniew Brzezinski. Hein, Zbigniew Brzezinski, dans le Grand Chessboard, dit « L'Ukraine occupe une place importante dans l'Eurasie, sur l'échiquier eurasiatique. C'est un pivot géopolitique, etc. » Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Mais donc, comment ils ont fait ça? Ils ont dépeint celui qui avait gagné légitimement les élections, Yanukovych, comme un dictateur, et là, ils ont créé du mécontentement, et tous les réseaux comme Pro-démocratie, de la CIA et du département d'État sont sortis dans la rue, menés par les néo-nazis et les groupes d'extrême droite, et ont pris l'assaut le Parlement, etc., etc. Ils ont fait la même chose en Géorgie avec Shevardnadze, Édouard Shevardnadze, qui était, je pense, ministre des Affaires étrangères, à la fin de l'URSS. Shevardnadze, vous voyez ici avec Bush et avec Jim Baker, c'était un chouchou des États-Unis. Et les États-Unis, dans leur stratégie de révolution colorée, d'expansion de l'OTAN, il y avait des expansions physiques de l'OTAN. Puis après ça, il y avait tu renverses des pays qui sont favorables, de l'ancienne URSS, là, qui sont dans la zone d'influence de la Russie. Tu les renverses, qui produisent des dictateurs, tu les renverses avec des révolutions colorées. Puis après ça, ces pays-là deviennent membres de l'OTAN. C'est ça le truc. Hein, c'était ça, comme la Serbie et tout ça. Si le pays est sympathique à la Russie, ben, il ne peut pas être membre de l'OTAN. Alors, ce que tu fais, c'est que tu renverses le dirigeant qui est sympathique à la Russie, tu dis que c'est un dictateur, tu mets en place ton homme à toi, comme Mikhail Saakashvili en Géorgie. Ça, c'était pour lui que travaillait Raphaël Glucksmann. Hein? Oui, Raphaël Glucksmann, là. Tous les réseaux de la CIA, Saakashvili qui a étudié aux États-Unis, c'est les réseaux de la CIA. Là. Je pense qu'il est même il fait partie de plusieurs think tanks américains et tout. Et donc, tu remplaces Shevardnadze par Saakashvili. Même chose avec
Kadhafi, hein, il y a plein de photos où est-ce que Kadhafi va serrer la main de, comment il s'appelle, là, Sarkozy, et là, finalement, clac, tu dis que c'est un dictateur, et tout d'un coup, tu pivotes sur un dissous, tu dis que c'est un dictateur, puis là, tu as la raison, hein, tu vois, si pour intervenir et remplacer le gouvernement, ça, c'est Clinton, là-bas. Clinton avec l'ambassadeur Stevens. Et avoir le film 13 Hours. Mais ça, c'est juste un résumé rapide, mais c'est ça. Donc, la création d'un dictateur est importante pour avoir une justification d'intervenir. Le deuxième point, c'est la fraude électorale. Et là, penser, encore une fois, c'est penser à Trump, c'est ça. Donc, création d'un dictateur. Après ça, c'est fraude électorale. On sait ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Hein. Mike Pence a aussi tout expliqué ça, c'est-à-dire les réseaux de l'OTAN, de la CIA, etc., les réseaux atlantistes, de quelle façon se sont retournés contre leur propre population, ont commencé à s'impliquer dans les élections pour frauder. On a vu ça en France, on a vu ça en Roumanie, etc. Et ici, donc, dans les révolutions colorées, donc, la plupart des révolutions de couleur en Europe de l'Est et en Asie centrale sont déclenchées par des fraudes électorales flagrantes. En Serbie, en Géorgie, en Ukraine, au Kyrgyzstan, les gouvernements en place manipulent les résultats des élections pour se maintenir au pouvoir. Lorsque la fraude électorale est mise au jeu par des observateurs indépendants et les médias, elle devient sur le point de ralliement pour l'opposition qui organise ou les manifestations de masse exigent l'annulation du scrutin, etc. La contestation autour de la fraude électorale permet à l'opposition de mobiliser l'ensemble de la société, etc., etc. D'après l'article académique Enough is Enough, toutes ces révolutions partagent ce point commun. Une élection a lieu, les résultats sont largement perçus comme sérieusement manipulés par le régime en place. Des manifestations de masse éclatent dans toutes les... je lis trop vite là. Des manifestations de masse éclatent dans toutes les situations et finissent par entraîner la démission du président ou l'annulation des élections permettant à l'opposition de prendre le pouvoir. En résumé, la révélation de la fraude électorale joue le rôle de déclencheur central dans les révolutions de couleur. Et donc, ça, c'est un autre truc qu'on a vu avec Trump, etc. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, la manipulation des élections, de la fraude, etc., autant en 2016 qu'en 2020. Et c'est là qu'intervient ce que Tulsi Gabbard a dit. Hein, évidemment, c'est renversé contre Trump, mais c'est le même playbook, c'est-à-dire que les trois éléments centraux des révolutions de couleur, c'est la création d'un dictateur, toute la situation d'embroglio autour de la fraude électorale, et après ça, la production d'insurrection. Comment on sait qu'ils ont créé un système de révolution de couleur aux États-Unis? Ben pour contrer Trump, le Time Magazine nous l'a révélé dans l'article qui s'appelle « The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election ». On en a déjà parlé encore une fois, mais allons-y encore une fois. Deuxième, parce que ça explique pourquoi, encore une fois, ça explique tout ce qui se passe depuis 2016, du Obamagate jusqu'au la garde nationale dans les rues présentement. Et ce contre quoi Trump s'est battu, c'est une tentative de destitution, d'une part, et par la suite, d'autre part, un système de révolution colorée appliqué à l'intérieur des États-Unis. C'est pour ça que c'est de la très, 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 très haute trahison. Les gens qui sont là-dedans vont éventuellement payer. Donc, un deuxième phénomène étrange s'est produit au milieu des tentatives de Trump pour renverser le résultat. Des entreprises américaines se sont retournées contre lui. Des centaines de grands chefs d'entreprise, dont beaucoup avaient soutenu la candidature de Trump et sa politique, l'ont appelé à céder. Le président sentait que quelque chose clochait. C'était très, très étrange, a déclaré Trump le 2 décembre. Dans les jours qui ont suivi l'élection, nous avons assisté à une tentative orchestrée de sacrer le vainqueur, alors même que de nombreux États clés étaient encore en cours de dépouillement. Les médias sont sortis comme ils ont un rôle aussi un petit peu partout, là. Ils ont presque immédiatement dit que Biden était le président élu. Ils ont essayé de certifier l'élection le plus rapidement possible, alors qu'il y avait comme un décompte encore une fois partout et tout le monde sortait pour dire à Trump de céder, etc., de céder la victoire et tout. Une conspiration se tramait en coulisses visant à la fois à limiter les manifestations et à coordonner la résistance des PDG. Ces deux surprises résultaient d'une alliance informelle entre militants de gauche et magnats du monde des affaires. Le pacte fut officialisé par une déclaration conjointe, inspirée par les manifestations massives, parfois destructrices pour la justice raciale de l'été. Ça, c'est Floyd, ce qu'on dit là.
dans lequel les forces de travail s'unissaient à celles du capital pour maintenir la paix, et là, c'est le mot-clé, pour s'opposer à l'assaut de Trump contre la démocratie. Trump était une menace à la démocratie. Rappelez-vous aussi, les complotistes ont été... les gens qui refusaient le vaccin, qui manifestaient pour les libertés, étaient des menaces à la démocratie. En 2020, il y a eu cette arrivée du concept de menace à la démocratie. Avant de... Je vais revenir à menace à la démocratie, là, mais je vais juste finir ça ici, l'article. La poignée de main entre les entreprises et les syndicats n'était qu'un élément d'une vaste campagne transpartisane visant à protéger l'élection. Une extraordinaire opération de l'ombre visant non pas à remporter le vote, mais à garantir qu'il soit libre et équitable et non corrompu. Une coalition plus... Là, il présente ça sous de beaux jours, là. Pour consolider les institutions américaines, alors même que celles-ci étaient attaquées simultanément par une pandémie impitoyable et un président aux tendances autocratiques. Tu vois, Trump, il n'a jamais... Trump a toujours respecté les décisions de justice. Il n'y a jamais eu... Sur la base de quoi tu dis autocratique? C'est-à-dire, il a toujours agi dans le cadre légal, mais c'est comme ça qu'on le dépeint. Donc, encore une fois, menace à la démocratie, tendance autocratique, etc. Et donc, leur travail a touché tous les aspects de l'élection. Ils ont convaincu des États de modifier leur système de loi de vote, le vote par la poste, etc. Et là c'est ce que Tulsi Gabbard dit, c'est un système frauduleux. Donc, ils ont convaincu les États de modifier leur système de loi de vote et ont contribué à obtenir des centaines de millions de dollars en financement. Ils ont incité des millions de personnes à voter par correspondance. Ils ont adopté des mesures en ligne pour lutter contre la désinformation. Si tu disais que l'élection était volée, tu te faisais censurer. Empêchant les théories du complot et fausses, etc. Donc, vous voyez ça? Ça, c'est... donc, le vol des élections et ouais, tout ça a été certifié. Heureusement qu'il y a eu un système de continuité de gouvernement qui a été mis en place. Trump ne s'est pas trop battu. On l'a remarqué qu'il ne s'était pas trop battu et c'est parce qu'il y avait un plan avec Joe Biden et le système de continuité de gouvernement. On reviendra un jour sur le système de continuité de gouvernement parce que lors de mon entrevue avec Idriss Aberkane, c'est probablement, j'ai vu des commentaires en dessous, puis sur d'autres sites qui ont relayé, comme Égalité et Réconciliation, qui ont relayé l'entrevue. Les gens disaient, ouais, Cossette, c'est complètement gouré, disaient que Biden allait se faire arrêter, etc. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que, encore une fois, je veux dire, c'est les gens qui ont arrêté d'écouter puis qui ont juste comme... ouais, ça me fait chier, ça. J'ai dit que jamais, compte tenu de... j'ai dit que jamais les patriotes allaient laisser l'État profond reprendre le contrôle de l'exécutif. Et c'est pas ça. Et justement, c'est ça qui s'est passé. Ils n'ont jamais laissé l'État profond reprendre le contrôle de l'exécutif. Mais je referai une fois, éventuellement, quand les choses se seront calmées, qu'on aura du temps, un topo sur la continuité de gouvernement, tout ce que j'ai dit et tout ce qui s'est passé. Et en Europe, ils le comprennent. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le comprennent, ce truc-là. C'est mal compris. Et puis, mais donc, c'est ça. Et le point 3, c'est l'insurrection. Donc, encore une fois, là, pensez au 6 janvier. Pensez aux émeutes raciales, justement, qui ont été le point de départ de ce gouvernement de l'ombre pour sauver l'élection contre les mesures du dictateur Trump. Les émeutes de l'été 2020. Et après ça, le 6 janvier, c'est encore une fois, c'est dans le manuel d'opération des révolutions colorées de l'État profond et appliqué aux États-Unis, renversé contre Trump. Les émeutes, par exemple, exactement ça, vous voyez. Donc, les émeutes et la prise d'assaut du Parlement constituent souvent une étape intégrale, voire emblématique des révolutions de couleur. Bien que ces mouvements soient en général décrits comme non violents, plusieurs cas célèbres montrent que lors d'un basculement critique, la contestation peut dégénérer en actes de violence collective, y compris les émeutes par la pénétration, voire l'occupation des édifices de pouvoir en place. Il donne des exemples, et après ça, il dit « En résumé, les émeutes et l'assaut du Parlement servent de point culminant aux révolutions de couleur, marquant le moment où la protestation massive se transforme en changement politique effectif. Elles incarnent la prise de contrôle populaire, la rupture du système, le reste, malgré la complexité des enjeux, un symbole marquant, et reste, malgré la complexité, un symbole marquant de ce type de soulèvement. Ils ont fait exactement ça en Serbie en 2000, les manifestations comme ça, ils ont pris d'assaut le Parlement serbe, et après ça, Milosevic est parti
en, en cavale et il s'est caché pendant plusieurs années. Il a été arrêté et jugé. Et après ça, même chose en Géorgie, prise d'assaut du Parlement par les manifestants de la Révolution des Roses et place l'agent de la CIA, ami de Michael, Raphaël Glucksmann, le Saakashvili en place. Même chose en Ukraine, on l'a expliqué, Yanukovych avec Maïdan, c'est les groupes d'extrême droite organisés et appuyés par le Canada qui ont mené la charge. Et aux États-Unis, même chose avec l'élection de 2020, 2021, la prise d'assaut du Capitole. Et qui a mené la charge? C'est les Antifas, etc. Des agents provocateurs. Il y en a eu plusieurs là, qui n'ont jamais été embêtés, qui disaient aux gens, on les a sur vidéo, qui disaient aux gens, il faut rentrer dans le Capitole, il faut rentrer dans le Capitole. Nick Fuentes, là, dont on entend beaucoup parler, faisait partie de ceux-là, des gens qui incitaient les gens à rentrer puis à y aller. La police qui a ouvert les barricades puis qui disait aux gens de venir. Puis les Antifas qui étaient partout avec des masques, etc., pour mal faire paraître Donald Trump et lancer, certifier, finaliser, cristalliser le résultat de l'élection volée de 2020 et de partir le processus pour la deuxième destitution, le deuxième impeachment du président Trump. Donc, c'était sur la base de cette insurrection-là que ça a commencé. Donc, c'est ça. Je reviens, oui, justement, sur menace à la démocratie. Rappelez-vous, en 2020, il y a eu, on l'a analysé, je pense que c'est dans le web journal Le Point Oméga. Je ne suis pas certain, mais je pense que c'est ça. Cette espèce de changement du discours où on a commencé à dire, les gens, ils commençaient à avoir de plus en plus de mécontentement dans la population et des manifestations un petit peu partout dans le monde. Et la première fois où est-ce que j'ai entendu menace à la démocratie, c'est à l'Assemblée nationale du Québec. C'est la petite Catherine Fournier qui est allée en commission parlementaire en disant que ceux qui manifestaient contre les mesures sanitaires étaient une menace à la démocratie. Après ça, elle a fait toutes sortes d'opérations contre les complotistes. On lui a donné la mairie de Longueuil, etc. Et puis là, elle est installée là à vie. Fait que, donc, c'est ça. Même chose avec, en 2020, on se rappellera du reportage, notamment, je parle d'ici, là, le reportage d'enquête avec Brigitte Noël, où est-ce qu'ils ont essayé de nous présenter Radio-Québec comme une menace à la démocratie, des gens qui encourageaient la violence, etc. Alors que j'avais passé la dernière année à dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait de violence, qu'il fallait être exemplaire, etc. Mais c'était le truc, menace à la démocratie. Menace... Puis là, il faisait parler des experts et puis des spécialistes qui disaient menace à la démocratie. Puis tout le monde disait, c'était dans le discours public, c'était la nouvelle trope, c'était menace à la démocratie. Eh bien, bizarrement, ça a commencé comme au Québec. On dirait qu'ils ont comme rodé ça ici. Puis après ça, avec ça a commencé à sortir là, vers la fin 2020, début 2021, avec le 6 janvier, Trump menace à la démocratie, etc., etc. Donc, Trump est un autocrate dictateur, menace à la démocratie. Il y a toute la question de la fraude électorale. On va lui voler les élections, que ce soit avec les machines Dominion ou avec le vote par la poste, etc., etc. Et puis après ça, des manifestations comme à l'été 2020 avec George Floyd, etc. C'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit partout, partout, partout dans les systèmes de révolution colorée. Donc, et là, on est sur le point de la reddition de comptes et on a l'impression que des accusations vont tomber. En fait, c'est ce que Mike Flynn dit. Mike Flynn disait dans une entrevue avec Lara Logan, il disait il parlait de plusieurs grand jury qui avaient été mis sur pied pour différentes affaires. Les grand jury, c'est aux États-Unis, un grand jury, c'est comme à peu près une dizaine de citoyens à qui on présente la preuve, puis qui vont dire est-ce qu'il y a suffisamment de preuves pour aller en procès. C'est juste ça, un grand jury. Donc, pour pas que... J'ai l'impression que c'est pour éviter, genre, des procès abusifs, là. Donc, les gens doivent vraiment se dire, genre, est-ce qu'il y a réellement... Est-ce que c'est pas le pouvoir qui va utiliser la justice pour frapper, là? On pourrait utiliser une mauvaise utilisation de la justice comme pour régler des comptes. Non, les citoyens doivent dire, est-ce qu'il y a suffisamment de preuves pour aller en procès? Et il y a 2 jours avec Lara Logan et il a dit, et il y a potentiellement en Pennsylvanie, je pense que celui de Pennsylvanie pourrait être
pour ce que je crois être une bombe encore plus grosse qui va sortir ici, et cela a à voir avec les élections de 2020. Donc, on l'entend depuis un certain temps, ça, qu'il y a un grand jury au sujet de l'élection de 2020. Mike Flynn vient de confirmer, et Tulsi Gabbard en parle, encore une fois. L'élection a été volée en 2020, et il y a eu un système de continuité de gouvernement qui a été mis en place. On expliquera un jour à nos amis français qui n'ont pas suivi, on leur fera un topo là-dessus. Mais Tulsi Gabbard en parle depuis pratiquement le début de un mois après son assermentation. Donc, le 9 avril, Tulsi Gabbard backs paper ballots. Elle appuie le système avec des bulletins de vote en papier, hein, parce qu'elle dit justement que les systèmes électroniques, les systèmes de vote électroniques sont vulnérables. J'avais montré les clips, je pense, à chacune de ces. Mais là, on vous montre l'ensemble. Elle l'a répété le 2 juin, donc 2 mois plus tard, lors d'une rencontre, c'est les rencontres avec le président, tous les ministres, les presidential briefings. Elle a encore une fois dit que le système de vote électronique était compromis, que les machines étaient compromises et que il fallait se diriger plus vers un système de bulletin de vote par papier. Et là, elle a répété ça le 2 août, il y a 3 semaines. Gabbard hits on coming 2020 election fraud revelations. Ça, c'était justement de ça dont parle Mike Flynn, je pense. Au Benny Show, elle est allée et elle a dit en entrevue au Benny Show qu'il allait avoir beaucoup plus d'informations et des révélations au sujet de la fraude électorale en 2020. Donc, ce que Trump est en train de faire présentement, c'est de démanteler le système de ce débat contre un système de révolution colorée et va utiliser finalement la force de l'adversaire contre eux. C'est le truc du judo ou de l'aïkido, finalement, c'est que tout ce qu'ils ont fait avec la révolution colorée va finalement se retourner contre eux, notamment au sujet de toute cette histoire de dictateur. C'est pour ça que Trump doit être au-dessus de la mêlée. Trump peut pas... il faut qu'il ait l'air au-dessus de la mêlée. Il ne peut pas se mêler de certaines enquêtes. Il doit être gentil avec tout le monde. Il doit dire que von der Leyen est une personne fantastique. Rappelez-vous ce que les gens disaient. Mais pourquoi il dit ça? Oui, il doit avoir l'air d'un leader. Il doit éviter le piège du dictateur. Si tu tires sur Macron, tu tires sur von der Leyen comme ça, puis tu n'es pas diplomate. C'est quoi la caractéristique d'un dictateur, d'un autocrate, là? C'est quelqu'un qui il va rompre les relations rapidement, il va être vindicatif. Comment on les dépeint, là? Imaginez-vous un dictateur, il règle ses comptes, c'est des vengeances personnelles, il utilise la justice pour ses propres fins. Eh bien, c'est tout ça, tous ces points 1, 2, 3, 4 que Trump doit éviter parce que c'est ce qu'on essaie de lui coller dessus. Et quand vous regardez son comportement, puis vous dites, ouais, mais pourquoi il ne fait pas ça? Parce qu'il veut éviter l'appellation de dictateur, qui est le point 1 de toutes les révolutions colorées. Donc, il faut qu'il soit au-dessus de la mêlée, puis laisse les personnes en dessous de lui faire des choses. Sa ministre de la Justice, qui finalement... en tout cas, et tu sais, Tulsi Gabbard, et c'est pour ça que Tulsi Gabbard, j'avais dit lors de la nomination de Tulsi Gabbard, rappelez-vous le Web Journal où est-ce que je parlais de chacune des nominations, j'avais dit, il a choisi une démocrate parce que les révélations qu'elle va faire, on a besoin d'une personne bipartisane au-dessus de la mêlée. S'il avait choisi quelqu'un de MAGA, très, très, très MAGA, eh bien, ça aurait eu l'air vindicatif de sortir les informations sur Obama, par exemple, ou etc., la fraude électorale. Donc, il y avait besoin d'une démocrate pour le faire, une personne neutre et objective, parce que c'est ça. J'avais expliqué ça à l'époque. Et donc, c'est ça. Donc, là, on arrive à la période de reddition de comptes. Et qu'est-ce qui reste au camp d'en face? C'est de l'insurrection dans les rues. Si tu arrêtes Barack Obama, je l'ai déjà expliqué, George Floyd, ça a créé des émeutes dans 20 villes à feu et à sang. Si tu t'arrêtes, s'il y a des arrestations contre Barack Obama, la tentation de l'État profond, ils auraient été tentés de créer des insurrections encore pires que George Floyd, une réelle guerre civile, peut-être avec des coups de feu, des armes à feu. Vous en prenez au premier président noir des États-Unis. C'est un règlement de compte. Et donc, Trump doit être au-dessus de la mêlée. Puis vous le voyez dans ses réactions.
j'ai pensé que c'était une mauvaise chose de mettre Hillary Clinton en prison. Là, je la remercie. C'est pour ça qu'il est gentil avec tout le monde. Je la remercie. Je pense qu'elle a dit, c'est-tu elle qui a dit ouais, que Trump avait fait un bon coup avec la Russie, et puis il a dit je la remercie, etc. Donc, il doit être au-dessus de la mêlée parce que il doit mener une opération musclée de nettoyage du marais tout en évitant le truc de dictateur. Comprenez-vous l'espèce de jeu de futambule? C'est-tu funambule? Futambule, c'est un bar à Montréal. D'équilibriste, il marche sur un truc comme ça, là, puis c'est pratiquement impossible. Je veux dire, c'est un tour de force incroyable. Et donc, toutes ces choses-là doivent sortir, sont en train de sortir. Et là, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien à l'état profond, sauf la guerre civile, l'insurrection, etc. Et c'est pour ça qu'on déploie dans les rues de 19 villes américaines la garde nationale. C'est pas juste à Washington DC, ça a été élargi à pratiquement toutes les villes. National Guard troops are now set to mobilize across 19 states over the coming weeks. They are going to help Homeland Security execute a sweeping federal crime and immigration crackdown that is underway now. The order is effective August through mid-November, Fox News is learning. Dans 19 villes jusqu'à la mi-novembre. Ça ne peut pas être juste pour le crime. Vous comprenez? Ça ne peut pas être juste pour le crime. Avec tout ce qui sort, on sait que c'est sur le point de sortir, là, la fraude électorale, tout ça. Et qu'est-ce que les membres de l'État profond ou les personnes du camp d'en face pourraient avoir envie de faire? Eh bien, c'est des trucs comme renverser tu as perdu la partie d'échecs, tu donnes un coup de main sur le jeu, tu renverses le jeu, tu renverses la table, tu crées des insurrections. C'est le tout pour le tout. Je pense que les États-Unis ont été sécurisés au niveau de des trucs comme une bombe sale avec uranium ou des trucs comme ça. Je pense que le territoire américain a été... ils ont bien pris ça. Ils ont pris le temps de sécuriser ça. Là. Mais ce qu'on pourrait avoir, c'est une guerre, un début de guerre civile réelle. En présentant Trump, parce qu'il continue à le présenter comme un dictateur qui règle ses comptes, etc. Donc, lui doit éviter ça. Et puis, on doit éviter, mais on ne peut pas prendre de chance. Et donc, pensez à tout ce que j'ai expliqué, le fait de placer de faire ça étape par étape. Et là, on arrive au moment où est-ce qu'on sent que, avec les révélations de Tulsi Gabbard sur l'élection et sur le Obamagate, ben, on se dirige vers comme du solide, là. Et ça vient comme... Donc, chapeauter, sécuriser le territoire américain sous couverture de la chasse au crime. Mais là, tu prends le soin de mettre des petites grosses de 4 pieds 2 pour montrer que l'armée n'est pas vraiment menaçante. Est-ce que c'est... donc, vous comprenez un peu, c'est ça je vais commencer à être redondant. Mais, et donc, ça, et on va finir avec finalement ça ici. Ghislaine Maxwell blanchit Trump. Ghislaine Maxwell. Et là, il y a encore une fois des gens qui disent Jean-Dominique Michel, elle a reçu une sentence bonbon, une réduction de peine, etc. Ouais, généralement, quand tu donnes des informations, c'est normal dans la justice. Là, si tu donnes des informations que tu n'avais pas à donner auparavant ou que tu n'avais pas donné en échange de ça. Toi, tu vois souvent les gars qui disent « OK, je vais vous donner telle information, mais je veux manger un steak ou je veux passer une journée avec mon fils dans un parc d'amusement. Vous allez me laisser ça. » Ça dépend de la qualité des informations que tu donnes. Tu as une marge de manœuvre, tu peux négocier des choses, puis c'est possible que c'est négocié en échange des informations qu'elle donne, que c'est négocié genre un truc un peu plus, un peu moins sécuritaire. Mais c'est pas ça ici, c'est ça. Il faut juste rappeler à tous les... à toutes les personnes qui doutent, la quantité de personnes qui ont exonéré Trump au Jean-Dominique Michel de ce monde. On se rappellera du Washington Post qui a mené une enquête exhaustive à la fin du mois de juillet, il y a un mois, et ils sont arrivés à la conclusion, ils ont mis leurs meilleurs journalistes sur le cas,
ils ont tout épluché, le summum du journalisme américain anti-Trump, là. L'élite de l'élite du journalisme américain anti-Trump, là, des gars qui voulaient recevoir, des filles qui voulaient recevoir un prix Pulitzer, n'ont rien trouvé. Washington Post admet aucune preuve que Trump soit lié au scandale Epstein. On en avait parlé. Rappelez-vous de Brad Edwards, l'avocat des victimes de Jeffrey Epstein en 2008, qui a dit Trump a été, on n'avait rien sur Trump. Trump a été, en fait, une des personnes qui nous a le plus aidé dans l'enquête. Rappelez-vous aussi Julian Assange qui a dit qu'il n'y avait aucune merde sur Donald Trump. On lui a posé la question à plusieurs reprises. S'il y avait eu de la merde sur Donald Trump, il l'aurait publié par Wikileaks. Il n'en avait pas, Trump. Il n'y a pas de merde sur Donald Trump. Rappelez-vous, le ministre de la Justice qui a arrêté, qui est supposément un anti-Trump, là, qui a fermé les yeux sur le vol de l'élection de 2020, qui n'a pas voulu enquêter, puis qui a tiré dans les... qui a tiré sur Trump à plusieurs reprises. Bien, Bill Barr vient de témoigner la semaine dernière, c'est-tu la semaine dernière, c'est le 18 août, qu'il n'avait vu aucune information qui impliquait Trump dans quoi que ce soit du cas Epstein. Il y a eu des auditions, là, les auditions sur le truc Epstein ont commencé au Congrès. Barr est allé témoigner et a dit qu'il n'y avait rien contre Trump. Dans le cas Epstein, on se rappellera de Virginia Giuffre, qui a dit aussi que Trump n'avait jamais rien fait d'inapproprié. Elle n'avait jamais vu Trump faire quelque chose d'inapproprié. Et elle a confirmé aussi que lorsqu'elle travaillait à Mar-a-Lago, eh bien, le fait qu'elle ait commencé avec Jeffrey Epstein n'avait rien à voir avec Donald Trump. À l'époque où Jeffrey Epstein était encore admis à Mar-a-Lago parce que personne ne savait que c'était un pédophile, c'était au début des années 2000, là, il était encore incognito, c'était avant qu'il soit arrêté et tout, et donc elle a elle aussi exonéré Trump. Il y en a une autre victime de Jeffrey Epstein, Joanna Schoberg, qui a elle aussi dit que elle n'avait jamais vu Trump avec Epstein faire des choses inappropriées, etc. C'est les victimes qui parlent. Après ça, il y a David Schoen. David Schoen, ça c'est probablement un des plus grands avocats à Washington. C'est le genre de firme où est-ce que tu parles 15 minutes avec ton avocat, tu raccroches. Là, tu as une facture d'1 million de dollars qui rentre pour le 15 minutes de ce genre d'avocat-là. Il a représenté, c'est le genre d'avocat qui représente toutes les personnes de renom à Washington. C'est le meilleur avocat que tu peux te payer. Et c'est pour ça que Jeffrey Epstein s'était payé cet avocat-là, David Schoen. Et David Schoen a dit, il a écrit un tweet, il a dit « J'ai été engagé pour mener l'équipe de défense de Jeffrey Epstein au cours des 9 jours avant qu'il meure. Et il m'a demandé des conseils pendant plusieurs mois auparavant. Et je peux dire avec autorité, avec certitude, de façon non équivoque et définitivement that he had no information to hold President Trump, qu'il avait, je peux dire avec autorité, avec certitude et sans équivoque, Jeffrey Epstein n'avait aucune information qui pouvait faire mal au président Trump. C'est le plus grand avocat de Washington, D.C., ou un des plus gros cabinets qui affirme avec certitude, qui se met à la caméra et dit il n'y a rien. Il y a la même chose avec. Et là, Ghislaine Maxwell dit la même chose. Quand tu l'entends de la bouche des victimes, des avocats de Jeffrey Epstein, de l'avocat des victimes en 2008, du ministre de la Justice, des victimes elles-mêmes, du Washington Post, elle dit justement ici, Ghislaine Maxwell, là, elle dit Trump, il n'a jamais rien eu avec des masseuses ou quoi que ce soit, il n'a jamais rien fait d'inapproprié, de mal placé, etc., etc. Absolutely never under any context. Et donc, c'est pas juste Ghislaine Maxwell, c'est tout le monde. Là, à un moment donné, il va falloir comme comprendre que c'était une belle opération d'effet Streisand, comme on a expliqué, n'est-ce pas? Sauf Dominique Michel, Jean-Dominique Michel, lui, qui continue à croire que Trump est coupable. Et si on a un Jean-Dominique Michel dans ses jeunes années, quand il avait encore les cheveux noirs, qui continue à croire que Trump est lié à Jeffrey Epstein, malgré toutes les preuves. Et, mais rendu là, c'est que tu lis ces trucs, puis il y a comme... C'est vraiment... c'est des raisonnements qui n'ont
aucune profondeur, il invente des choses, il dit que Trump a donné comme genre un sauf-conduit illégal, une réduction de peine illégale à Ghislaine Maxwell. C'est pas illégal. Il fait des affirmations, une après l'autre, extrêmement bizarres, sans fondement, et il recrache tous les ragots qu'il peut trouver sur... C'est vraiment... son cas est vraiment bizarre et ça se porte à se questionner sur ce qui s'est passé avec... parce que là, on est au-delà de la raison ici, là. Dans le cas de Jean-Dominique Michel, on n'est pas... c'est quelqu'un qui, normalement, est censé avoir une tête, être censé appuyer ses raisonnements sur une chaîne de causalité. Il ne le fait pas, là. Okay? Donc, c'est anguille sous roche, à mon sens. Mais tout ça, je pense encore une fois que le truc de Jeffrey Epstein, ça aussi, c'est une Xème opération de guillotine. Hein? Donc, Henry Ford qui a inventé la chaîne de montage, hein, pour les voitures, la chaîne de montage avec les tapis roulants, etc. Ça, c'était un génie industriel. Trump, c'est un génie politique et il a inventé la chaîne de montage pour débusquer les traîtres et on pourrait dire les personnes de peu de valeur ou les personnes qui ne devraient pas être dans son entourage. On pourrait dire les traîtres, mais les gens n'aiment pas ça, ce genre d'accusation-là. Trump ça fait depuis 2018, ça fait 7 ans que Trump utilise des stratagèmes pour trouver les personnes sur qui il peut réellement compter pour effectuer la deuxième révolution américaine, là, le troisième grand moment de l'histoire américaine pour changer réellement les choses en profondeur. Tu as besoin de savoir sur qui tu peux compter, qui est un traître, qui te ment, qui coule des informations. Et ça a commencé donc en 2018. C'est le problème de tous les grands leaders. J'ai vu récemment le film Le Roi là, de King avec Timothée Chalamet qui parle, en fait, essentiellement, c'est l'invasion de la France par l'Angleterre. Je pense que c'est au 14e siècle. Et le roi, donc lui, c'est un jeune, son père meurt et il arrive sur le trône, il ne veut pas la guerre, mais l'ensemble de la cour en Angleterre veut la guerre. C'est un bon film, je le recommande. Là, j'ai pas pu arrêter de le regarder. Des fois, tu prends des pauses ou tu tweets entre-temps, et puis... Et donc, c'est ça. Lui, il ne veut pas la guerre. Lui, il veut vivre une vie simple en Angleterre, etc. Mais toute la cour veut la guerre. Il y a un tel... Et puis là, je ne vais pas vous vendre le punch, mais c'est comme... Tous les conseillers lui trouvent des raisons pour faire la guerre et il ne sait pas sur qui il peut se fier. Et c'est la même chose finalement avec JFK. Rappelez-vous, durant l'épisode de 13 Days, allez voir le film 13 Days avec JFK. Il ne sait pas sur qui il peut se fier. 13 Days de JFK, lors de la crise des missiles de Cuba. Il ne sait pas, les rapports qu'il reçoit de l'armée disent que les Russes sont sur le bord de lancer une attaque, il faut frapper les premiers, etc. C'est le problème du leader, c'est-à-dire celui qui est en position de décision, c'est que tu ne sais pas sur qui tu peux compter, quelles sont les vraies informations. C'est le problème numéro 1 du leadership. Tes amis sont-ils réellement tes amis? Tes ministres te disent, est-ce que tes ministres te disent la vérité, etc., etc.? Et ça a fait en sorte que JFK, lors de la crise des missiles de Cuba, a décidé de contourner complètement toute la chaîne de commandement habituelle, les généraux. Et il a appelé directement le pilote de l'avion, le U-2, l'avion espion, en disant, si tu te fais canarder, si tu reçois des impacts, dis que c'est des oiseaux. Parce que les généraux voulaient entrer en guerre, voulaient envahir Cuba. Et si les Russes ou les Cubains tiraient sur l'avion, ben, c'était une raison pour entrer en guerre. Et là, Kennedy, qui ne voulait pas entrer en guerre, il voulait juste des informations, a contourné complètement la hiérarchie à qui il ne faisait pas confiance et a parlé directement en pilote en disant « Si tu as des impacts de balles, c'est des oiseaux. » On s'entend? Et donc, c'est ça, c'est la question de la confiance. Et c'est la même chose, encore une fois, avec le roi ici. C'est la question de la confiance. À qui tu peux faire confiance? Et ça vous explique un peu, ça nous explique pourquoi Trump, par exemple, a confié des mandats
initialement au début, en 2017, là, à sa fille, Ivanka Trump, parce qu'il ne savait pas sur qui il pouvait compter. Tu peux compter sur ta famille et même des fois. En 2018, avec Jeff Sessions, il y avait des fuites partout dans les médias. C'est-à-dire, des gens dans l'administration, à la Maison-Blanche, coulaient des documents officiels de l'administration Trump dans les médias. Et Jeff Sessions a créé une unité anti-fuite. C'est-à-dire que, je l'ai déjà expliqué, tu as une table avec 12 personnes, tu donnes un document classifié top secret aux 12 personnes et tu mets, chaque document est différent. Chaque document a une faute, une coquille à page 6, l'autre c'est une coquille à la page 7, l'autre c'est coquille à la page 9, troisième paragraphe, etc. De sorte que quand le document se retrouve dans les médias, étant donné que chaque document est un original, qu'il n'y a pas de... Tu peux savoir exactement qui a fuité. Parce que c'est celui qui a la coquille à la page 9 qui a été fuité, donc tu sais que c'est un tel. Et là, tu renvoies cette personne-là parce que c'est un fuiteur. OK? Donc, même chose avec l'élection 2020. Je l'ai déjà expliqué qu'il a utilisé ça pour savoir qui, au sein du Parti républicain, à qui au sein du Parti républicain, il pouvait faire confiance, voir qui allait se retourner contre lui au moment où il était le plus faible et vulnérable pour se débarrasser de Trump. Et là, il a vu comme des personnes 1, 2, 3, et après ça, il a utilisé ça comme une façon de purger, je l'ai déjà expliqué. Même chose, rappelez-vous, avec DeSantis, j'avais dit que c'était une fausse chicane, mais ça permettait de voir qui, encore une fois, c'est une deuxième purge à l'intérieur du Parti républicain, qui allait appuyer DeSantis sur Trump versus Trump. Et là, tu sais qui a financé DeSantis au sein du Parti républicain. Là, c'est des personnes à qui tu ne peux pas faire confiance. Après ça, il y a Elon avec son... Je vais rapidement, je pourrais donner comme des dizaines d'exemples de ce genre d'opération de guillotinage des personnes pas fiables organisées en système comme industriel. c'est pratiquement ça. Et Jeffrey Epstein, c'est ça aussi, finalement. C'est ça. On sait sur qui Trump fait un truc dans le genre « je suis compromis », déclenche l'effet Streisand, le FBI sort un truc disant qu'il n'y a pas de... Puis là, tu vois qui finalement sont... Fait que c'est comme un peu la Révolution française. C'est guillotine sur guillotine, c'est-à-dire 2018, tu purges des personnes dans l'administration. Et puis c'est pour ça qu'il y avait un gros roulement dans l'administration Trump en 2018-2019. Rappelez-vous comment c'était. Les gens disaient « Trump n'arrête pas de changer les personnes. » Ben oui, ils savent qui fuite. Reince Priebus, son directeur chef de cabinet, fuitait, ils l'ont renvoyé. Sean Spicer, même chose, il fuitait, ils l'ont renvoyé. Comment il s'appelle? Rex Tillerson, son ministre des Affaires étrangères, renvoyé, etc. Tac, 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 tac. Il y avait un gros roulement parce qu'il pouvait, c'est ça, il pouvait pas se fier aux gens. Et donc, 2018, 2020, etc., Ron DeSantis, le parti avec Elon Musk, et là maintenant, le truc de Jeffrey Epstein, c'est essentiellement ça ici, là, vous voyez. Et là, vous voyez les influenceurs sur X, là. Donc, Trump crée des trous et crée des situations. Et là, tu vois les gens qui se précipitent, dans le trou. L'image, je la trouve fantastique. Tu crées des situations, tu tends des pièges, puis là, tu vois toutes les personnes, les traîtres qui se jettent dans le... etc. Et donc, les personnes qui étaient avec nous durant la COVID ou les influenceurs qui ont été retournés, bien, tu peux le détecter. Il y en a comme quelques-uns au Québec là, qui ont retourné leur veste, et puis, c'est ça, tu crées un trou comme ça, tu leur donnes une une controversée, puis là, tu vois comment ils utilisent cette une-là, qu'est-ce qu'ils disent de ça. Ils sortent tout de suite le fusil, et Trump est compromis, nanana, et puis après ça, tu le fais une deuxième fois, une troisième fois, puis à la troisième fois, tu dis c'est pas une erreur, là, tu fais toujours la même chose, et donc tu cherches juste à rentrer dans Trump, tu fais semblant que tu es objectif et que tu es ouvert, mais à chaque fois que tu peux, tu rentres dans la porte, etc. Donc c'est ça et ça. Trump a inventé... comment on pourrait appeler ça, pas le montage à la chaîne, mais la purge industrielle. C'est pas comme Staline, là, par exemple. C'est pas un dictateur. C'est pas, ça se fait, les gens sont juste, on leur montre la porte, merci, puis on sait maintenant qu'on peut pas compter sur toi. On n'enverra pas Amélie Paul au goulag, là. Ah, je sais, je vais recevoir des tomates. Ou Jean-Dominique Michel non plus, mais c'est ça, on sait sur qui on peut plus compter. C'est juste ça le truc. Ouais. OK? Voilà.
Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Donc, c'est toujours la question de la confiance. Et donc, essentiellement, la stratégie de l'État profond, on ne tue plus maintenant un président avec une balle, on essaie de le renverser, c'est beaucoup plus subtil, on le fait à travers des stratégies de révolution colorée en le dépeignant comme un dictateur, alors que la situation est extrêmement corrompue, extrêmement difficile et ça prend des mesures titanesques pour redresser une nation, des mesures fortes, etc. N'importe qui opère ces mesures fortes-là va se faire traiter de dictateur et donc l'art, c'est d'opérer le changement sans tomber dans le piège du dictateur. C'est possible si tu connais le plan d'opération, le manuel d'opération du camp d'en face. Création d'un dictateur, fraude électorale et production d'insurrection. Et là, justement, fraude électorale, tu sors ça par la suite avec Tulsi Gabbard. Insurrection, tu contre ça avec l'armée dans les rues. Et dictateur, tu te montres le plus souriant possible et avenant avec les autres leaders du monde. Tu invites Macron et Jean-Michel à la Maison-Blanche, tu fais semblant de rien. Là, Macron is a great guy. Ursula von der Leyen est gentille. Et, tu vas avoir l'air du gars souriant et tu serres la main de Poutine. Tu montres que tu t'entends bien avec tout le monde. Tu n'es pas un dictateur, non. Tu veux des ententes commerciales. Tu veux... pendant ce temps-là, tu laisses ton département de la justice monter des grand jury. Et tu te prépares pour le coup, mais toi, tu vas être au-dessus de la mêlée. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. C'est compliqué. Imaginez, moi, je n'aurais jamais fait ça. Les gens disent, présente-toi en politique, Alexis. Non, non, non. Non, 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 non. Voilà, alors, c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On va remercier ceux qui nous soutiennent. L'armée de l'ombre, l'armée invisible. On avait ça à quelque part. Je pense que j'ai... Merde. On avait ça à quelque part. Bon, on mettra ça dans un prochain web journal. Ceux qui nous soutiennent depuis le début, ceux qui nous permettent, le 1% qui nous permettent de donner ces informations-là, faire ces synthèses, rendre ça intelligible pour tout le monde. Je pense que c'est pas juste les centaines de milliers d'auditeurs de Radio-Québec, c'est aussi d'autres influenceurs qui réfléchissent en nous écoutant. Tu sais, ça stimule la réflexion. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et puis, je pense qu'on a un impact majeur sur la perception de non seulement ce qui se passe aux États-Unis, mais des changements mondiaux. C'est ce qui se passe avec la Russie, en Ukraine, au Moyen-Orient, etc. Quand il y a des tentatives de coup d'État comme la COVID, tout ça, les trucs climatiques, la suppression des libertés, l'absence de démocratie, l'État profond, les réseaux atlantistes, le temps qui se mêle des élections, on touche à tous les sujets sensibles. On touche tous les sujets sensibles. Donc, soutenez-nous. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est ça que j'ai dit dans le truc, si vous ne l'avez jamais fait, si vous êtes un auditeur de Radio-Québec puis vous n'avez pas encore décroché, vous n'avez pas encore dit « Ah, le financement s'en vient », si vous êtes un auditeur de Radio-Québec et vous ne l'avez jamais fait, pensez à le faire juste une fois, juste une fois. Voilà. On laisse les coordonnées, voilà. L'impact sur la francophonie, oui. Palantir, il faudrait que... j'ai expliqué un peu ça, Palantir. Le gouvernement américain... Palantir, c'est une compagnie, puis le gouvernement américain a un contrat pour une banque de données pour faire en sorte qu'il n'y ait pas... qu'on sache qui est exactement le Jack Smith, alors qu'il y a comme genre 30 000 Jack Smith aux États-Unis, savoir que tel Jack Smith, c'est bien lui, là. Mais les données personnelles ne sont pas hébergées chez Palantir. J'ai fait un truc là-dessus. Il faut écouter les web journaux, je ne peux pas toujours répéter. Voilà. OK, donc on se donne rendez-vous. Il y a peut-être, je sais pas, je fais plein d'entrevues ces temps-ci, donc peut-être cette semaine pour une entrevue ou sinon la fin de semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Voilà. Bonne fin de soirée.